Bonjour à tous et à toutes. C'est un peu étrange parce que je vois pas les personnes qui sont dans la salle. Bonjour aussi aux personnes qui sont connectées, et à Tamara, Elisabeth. Alors, donc on va commencer cette présentation dans le cadre de l'exposition Orcade. Donc merci à l'équipe de l'IDA pour avoir organisé ces rencontres, pour nous avoir aussi permis d'exposer le projet dans le hall de Condorcet. Alors, Constellation, c'est un projet qui a commencé en août dernier avec Guillermo. C'est un projet euh, autour de l'archive des interventions de rue et donc qui est directement lié à mes recherches. Donc, moi, je suis Marjolaine David, je suis coordinatrice du pôle Con-Sud de l'Institut des Amériques et donc en contrat fléché avec l'Université Bordeaux-Montagne pour réaliser ma thèse autour des activismes et des interventions artistiques transféministes de la ville de La Plata. Donc, on va tout d'abord parler un petit peu de ces deux généalogies, c'est-à-dire que donc on a déjà une généalogie de la recherche qui a bien euh, comment son recorrido, son parcours propre, avec d'abord un mémoire de master, puis une recherche doctorale, et ensuite la généalogie du projet Constellaciones, qui a aussi sa propre ligne temporelle et qui va répondre à d'autres questions aussi et d'autres logiques dans le processus qu'on a monté. Puis on va vous parler donc de nos différents supports de circulation du projet avec le fanzine qu'on a pu exposer à hors cadre et ensuite avec le dispositif des ateliers de réflexion collaboratifs qu'on a monté entre activistes et chercheurs et chercheuses autour de ce projet. Alors, on peut passer à la ligne de temps si tu veux, Michel. Alors, donc tout d'abord, moi j'habite à La Plata depuis maintenant plus de 3 ans et en 2021, j'ai commencé ma recherche de master sur les activismes de rue à La Plata. Puis cette recherche a ensuite débouché sur la préparation d'un contrat doctoral avec l'IDA, donc comme je vous le disais précédemment. Comme j'étudie en fait des activismes artistiques, si tu veux, Guillermo, on peut passer un peu en avant pour aller voir les photos, les interventions, comme ça je peux parler et vous avez un support visuel. La Plata, c'est une ville en Argentine qui est située juste au sud de Buenos Aires. C'est une ville étudiante très active et donc il y a vraiment un milieu activiste, artistique très développé et donc, c'est une ville qui est très intervenue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peintures murales, de collages, etc. Et donc, du coup, lorsqu'on veut faire une recherche théorique sur ces questions-là, forcément, on se pose la question de l'archive, puisque on a on est face à des productions artistiques, culturelles, qui sont totalement éphémères, qui sont souvent peu connues des interventions artistiques, qui ne vont pas circuler en fait dans les milieux qui permettent un archivage des productions artistiques classiques. On parle de la rue, donc évidemment, je ne vais pas pouvoir, pour faire ma recherche, prendre un morceau du mur. Donc, je vais forcément devoir faire une photo. Donc, déjà, on a une digitalisation de ce qui se passe dans la rue, puis ensuite classer ces différentes interventions et essayer de trouver un système de classement qui va permettre, pour moi en tant que chercheuse, de pouvoir identifier les caractéristiques, monter un corpus, etc. Donc, c'est un peu tous ces questionnements qui ont mené à Constellaciones, puisque donc au départ, moi, je regardais, on peut passer ensuite à la... Donc ça, c'est un peu des photos des interventions pour que vous ayez une idée. Donc, je me concentre sur les interventions qui prennent position dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc,
intervention féministe, transféministe et sexo-dissidente. Là, on voit que c'est une installation, donc c'est carrément une toile que l'activiste a accrochée dans la rue avec des collages sur les côtés. Ici, on a un stencil. Ensuite, tu peux passer, Michel. On a, là, on a encore des pochoirs, encore un collage. Alors, sur la droite, vous voyez un collage d'une série, enfin, de gravures en fait, qui ont été faites par une technique de xylogravure. À gauche, on voit un pochoir avec à la fois une peinture murale pour le fond. Et ensuite, on peut passer. Et donc, ensuite, là, on voit des activistes en action. En fait, ce que je cherche à vous montrer un petit peu, c'est qu'on a une pluralité de techniques vraiment très, très étendue. Et aussi, quand on pense à l'intervention, on va penser à ce qui est sur le mur. Donc, ce qu'on va voir, nous, quand on marche dans la rue. Bon, pour le cas de la France, par exemple, on peut penser au collège féministe. Mais ce qui est important, en fait, on va penser les processus d'intervention comme des processus qui permettent de fomenter les communautés artistiques et activistes, qui permettent aux différentes personnes, femmes, sexo-dissidentes, de se rencontrer, de partager des moments aussi de création. Et donc, au-delà juste de la trace qui est laissée dans la rue, on a aussi une présence des corps super importante dans les processus d'activation, d'intervention de groupe. Donc, on peut voir même une dimension presque performatique, parce que souvent, c'est des interventions qui sont faites durant les manifestations. Donc, ça permet aussi de rajouter quelque chose à cette occupation de l'espace public par des corps féminisés, et donc de venir un peu changer tout le régime du sensible qui va s'organiser normalement, c'est-à-dire quels corps peuvent faire quoi dans l'espace de la rue. Hein. À gauche, on peut voir ce qu'on appelle une mesa gráfica, c'est-à-dire durant les rencontres féministes qui ont eu lieu à Saint-Louis il y a 3 semaines, on a organisé avec un groupe d'activistes un endroit où on pouvait faire de la sérigraphie, donc une technique de gravure manuelle à même la rue. Et à droite, donc, on voit une action un peu plus performatique avec l'usage de capuchas, etc. Donc, voilà un peu pour présenter l'objet de recherche, on peut dire. Ensuite, alors, est-ce que tu peux passer, Guillermo? Dans le cadre de mon mémoire de recherche, voilà, moi j'ai commencé à vouloir un peu, donc on est sur une ville qui a été construite de manière planifiée, hein, avec un plan très typique des plans qu'on peut trouver sur les Amériques. Et donc, j'ai commencé à faire un relevé presque systématique de toutes les interventions que je pouvais voir dans la ville. Donc, j'avais ma petite carte et j'allais en vélo prendre des photos de toutes les interventions pour essayer de pouvoir avoir une vue d'ensemble et comprendre dans quelle partie de la ville on allait plus intervenir et dans quelle il y avait moins d'intervention. Et donc, avoir cette approche cartographique. Ensuite, on peut passer, j'ai pu créer une plateforme sur Google Maps, donc directement en rentrant les interventions sur Google Maps. Du coup, j'avais accès à ce tableau-là où je rentrais pour chaque intervention, donc il y avait la photo, mais aussi tout un système de classification qui me permettait de les classer par technique, de rentrer quel texte il y avait dans le cas de graphe, la date de la photo, et si je la connaissais, la date de l'intervention. Donc, c'était une première base de données que j'ai réalisée. Et l'avantage de Google Maps, c'est que c'est une plateforme qui va être directement accessible en ligne. Donc, en fait, en distribuant le lien à d'autres personnes, elles pouvaient elles-mêmes accéder à l'archive. Ensuite, alors, on peut revenir, si tu veux, à la première diapo avec toute la frise. Donc, voilà, ça, c'est un peu tout le parcours, mon parcours de recherche. Ensuite, c'est un outil, cet outil que j'avais créé sur Google Maps, il était très limité dans le sens où les photos ne se chargent pas bien. Ça ne me permet pas de faire des liens entre chaque intervention. Et donc, c'était un mode d'archivage assez casero, on va dire artisanal. Donc, dans le cadre d'une recherche doctorale, évidemment, on se pose la question de quels outils méthodologiques on va utiliser, comment construire le corpus. Et donc, à ce moment-là, j'avais besoin de repenser une plateforme pour pouvoir
répondre à toutes ces questions de la recherche et aussi à chaque fois penser comment cette plateforme peut être accessible en ligne et peut être collaborative parce que le travail d'archivage, c'est très long. Et donc, évidemment, si d'autres personnes peuvent elles-mêmes aussi ajouter des interventions qu'elles voient dans la rue à la plateforme, ça permet d'élargir le projet et éventuellement aussi d'élargir à d'autres villes, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Guillermo. J'ai un peu raconté tout ça et si tu veux, je te laisse la parole, Guillermo, si tu veux un peu parler de comment est née Stellar CMS. Ok. Bon, alors, je me présente tout d'abord. Donc, je m'appelle Guillermo Vargas, je suis anthropologue. Je me suis intéressé à l'étude des espaces de l'art contemporain quand je faisais mes études. Et après une tentative de reconversion professionnelle, j'ai commencé à travailler dans la conception de parcours utilisateurs, c'est-à-dire c'est un nouveau métier dans le monde du développement web où on s'intéresse à qui sont les personnes, à qui s'adressent les différentes solutions digitales. Alors, dans ce moment-là de reconversion, on s'est rencontré avec Marjolaine qui avait cette recherche en cours et progressivement, comme vous le voyez dans la partie d'en bas de la généalogie, on a commencé à faire plusieurs séances de travail dans le mois d'août. En mois de septembre, on a commencé à élaborer notre premier fanzine. Dans le mois d'octobre, on a réalisé le premier atelier collaboratif. Puis, ça commence l'exposition et on commence à faire aussi des ateliers en ligne. Alors, ce qui m'intéresse d'appuyer en ce moment-là, c'est comment ces différentes activités vont participer dans le processus de conception d'une solution digitale. Voilà. Alors, première chose, dans le métier de conception d'expérience d'interaction d'utilisateurs, c'est l'identification de qui sont les utilisateurs. Donc, on a tout d'abord la recherche de Marjolaine qui va, à partir d'une expérience déjà préalable, dont vous avez un peu connu quelques éléments, formuler une attente. Mais dans cette attente-là, on a commencé déjà à identifier l'existence d'autres utilisateurs. Donc, on a pensé qu'il y avait effectivement d'autres chercheurs et chercheuses, d'autres activistes et artistes. Et nous avons aussi envisagé la possibilité d'intégrer des personnages comme des touristes, par exemple, qui peuvent s'intéresser à faire le parcours d'une ville et à regarder qu'est-ce qu'il existe dans le mur en tant qu'art urbain. Tout en sachant qu'il ne s'agit pas d'art urbain spécifiquement, mais plus concrètement de ce qui est dans l'engagement politique et pas uniquement les graphes esthétiques. Donc, Constellation, le projet Constellation, il vise tout d'abord justement à créer une articulation entre ces différentes personnes. De manière classique, un projet digital, il commence avec une série d'ateliers de conception. Donc, ce qui s'est passé dans le mois d'août, c'est que nous nous sommes assis justement à formuler un concept de travail. Nous avons commencé à faire des dessins sur papier de façon très basique, blanche. Et nous avons terminé avec l'élaboration d'un wireframe. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, rapidement, je vous montre les sketchs. Ça, je peux faire ça, ça se voit. Donc, ça, c'est les dessins que nous avons réalisés ensemble. Comme vous voyez, ce sont des choses assez indicatives de comment est-ce qu'on va placer les différentes choses. Ensuite,
nous passons à travailler des wireframes, qui est une façon un peu plus aboutie de réaliser les choses. Donc, on avait pensé à faire un mode carte et à faire un mode galerie. Donc, on arrive à un moment où on peut voir les différents pays, puis on ressort. Donc, la recherche à la base de Marjolaine, c'est une recherche qui se mène à La Plata, puis ensuite elle va se développer en Argentine. Pour le projet Constellaciones, on envisage d'intégrer le continent vers le monde latino-américain. Donc, ça, c'est la façon comme se présente le mode carte. Donc, on va revenir en mode map. Ensuite, on a ce système de filtre où on peut choisir un pays. On va choisir ici, par exemple, l'Argentine et on va choisir ici, par exemple, La Plata. Et puis, on tombe sur la carte de la ville avec la différente zonification qui a été sélectionnée. Puis, on va pouvoir choisir, par exemple, les techniques graffiti et pegatina. Donc, en principe, à ce moment-là, on va valider et on va commencer à parcourir dans la galerie les différentes images qui sont présentes. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous présenter rapidement l'état, en fait, les phases de développement de la plateforme. Et il y a un moment donné où on commence à travailler justement avec d'autres acteurs quand on commence à concevoir le fanzine, quand on commence à concevoir les ateliers, où arrivent d'autres chercheurs qui commencent à parler avec nous, arrivent des activistes et des artistes, et tous ces principes d'organisation très basiques d'un projet digital explosent et on commence quelque chose sur lequel on est encore engagé et dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc je passe la parole à Marjolaine qui va vous parler sur les fanzines. Et pendant qu'elle parle, je vais vous distribuer les fanzines qui sont, pour information, à prix libre. Donc, vous pouvez les regarder, vous pouvez les garder ou le retourner. Alors, donc, pour un peu déjà définir ce qu'est un fanzine, c'est en fait, on va englober sous ce terme tout ce qui serait des publications artisanales. Donc, souvent, c'est des petits livres qui sont réalisés à la main, qui sont réalisés de manière artisanale, c'est des photocopies et qui vont être distribués donc aussi à petite échelle. En Argentine, c'est quelque chose qui est très développé. Bon, je sais qu'en France aussi, il y a eu beaucoup de fanzines au niveau souvent des milieux punk, dans la distribution aussi des informations autour des concerts, etc. Donc, c'est vraiment une expression à part entière des cultures alternatives lors de différents contextes et aussi un moyen d'expression de lutte politique minoritaire, évidemment, de projets artistiques autonomes. Donc, c'est une pratique culturelle qui va avoir une charge politique très forte. Et notamment, je disais en Argentine, avec la crise du 2001, de 2001, avec différentes processus historiques qui se sont passés dans l'histoire récente de l'Argentine, on a beaucoup d'éditions artisanales qui vont se mettre en place puisqu'on ne va pas avoir assez d'argent déjà pour acheter des livres. Donc, on va commencer à fabriquer des livres avec des couvertures en carton, avec des photocopies pour que le livre reste un objet accessible. Et aussi, on va avoir cette question de qu'est-ce qu'on va lire et où sont édités les livres. Il y a beaucoup de... Par exemple, à l'université, il y a beaucoup de bibliographies européennes ou d'Amérique du Nord à lire et parfois, c'est des livres qui n'arrivent pas ou alors on va avoir un exemplaire à la bibliothèque universitaire pour tout le monde. Donc, il y a une pratique de la photocopie qui est très forte. On va avoir à chaque fois, dans chaque université, une photocopiadora qui va permettre d'arriver, de dire, bon voilà, moi je suis ce cours avec tel professeur et donc j'ai besoin de la bibliographie. On va nous imprimer
toutes les photocopies, les articles et même des livres en entier pour pouvoir étudier. Donc, il y a vraiment un accès à l'information, un accès à la lecture qui passe par des processus de reproduction, qu'on pourrait même appeler des processus de reproduction pirates, ou en tout cas qui vont par des économies alternatives au marché du livre et au marché éditorial. Donc, un peu avec ces données-là, ça permet de comprendre pourquoi, lorsqu'on veut parler avec des activistes et lorsqu'on veut, on s'insère dans, on parle d'intervention cachejeras, on parle de lutte transféministe, on va penser directement à faire circuler cette recherche par le funding, puisque ça nous permet d'avoir un format qui est souvent plus réduit, donc plus synthétique, plus accessible peut-être pour des personnes qui n'ont pas éventuellement avoir le temps de lire tout un article scientifique. On va utiliser un autre langage aussi, et on va avoir des possibilités de circulation qui sont directes, c'est-à-dire qu'on a fait notre fanzine, on a imprimé, je ne sais même plus parce qu'on a fait plusieurs tirages, on a imprimé peut-être, je pense, 50 fanzines qui sont déjà en circulation en fait. Donc, comparé quand on pensait en fait cette frise chronologique avec le temps de la recherche au-dessus et avec le temps de constellationnel en dessous, on voit que le processus de constellationnel va répondre à une autre temporalité. Pour le moment, moi, j'ai écrit un mémoire de recherche qui est disponible en ligne sur mon blog et qui passe un peu de main en main, que j'imprime et que je donne aux différents activistes, aux groupes, aux personnes qui seraient intéressées, mais qui n'est pas du tout publié officiellement. Il n'est pas encore non plus sur une plateforme de recherche, donc c'est une recherche qui n'est pas forcément accessible. Et ensuite, pour la recherche doctorale, j'ai écrit un projet de recherche doctorale qui a circulé seulement dans des milieux universitaires. Donc, c'est-à-dire que pour les personnes qui s'intéresseraient à ma recherche, il n'y a pas encore de support accessible pour pouvoir prendre connaissance des informations que je vais générer dans mon parcours scientifique. En revanche, lorsque j'ai un peu parlé de mon parcours de recherche à plusieurs, ici dans le milieu culturel de La Plata, il y a une éditoriale, une éditoriale, on dit ça en français, une éditoriale artisanale qui m'a proposé de publier un fanzine sur ma recherche, c'est-à-dire avec des photos de mon archive, de l'archive des interventions que j'avais publiées, et puis avec à l'intérieur une petite carte. Donc, on a reproduit, j'ai envoyé à Guillermo le PDF de ce fanzine. Il a essayé de trouver des papiers pour le refaire en France. Donc, je pense que vous pouvez voir un exemplaire pour les personnes qui sont dans la salle. Sinon, il n'est pas disponible en ligne, il est disponible à La Plata. Et il y a un exemplaire qui est à Bordeaux avec Cecilia González Calino, qui est ma directrice de thèse. Donc, voilà, pour les personnes qui voudraient le voir. Donc, encore une fois, c'est une manière aussi de penser la rétribution de la recherche, parce que moi, je vais travailler avec des personnes qui sont vivantes, qui sont des amis. Je ne suis pas dans une bibliothèque à étudier des textes qui auraient une circulation il y a longtemps et qui ne sont plus en circulation. C'est-à-dire qu'on travaille avec des choses qui se renouvellent constamment et qui impliquent des acteurs et actrices qui sont dans leur processus de construction politique, d'activation politique. Donc, ça les intéresse évidemment ce que je vais produire au niveau de la recherche. Et à la fois, les milieux de la recherche sont des milieux où ils ne vont pas forcément pouvoir accéder, où ils ne vont pas forcément avoir accès au texte. De base, mon mémoire est écrit en français. Donc déjà, il y a un gros problème de rétribution dans le sens où je vais pouvoir travailler avec des personnes qui vont me donner, qui vont me passer leurs photos d'archives, qui vont répondre à des entretiens, etc. Pour qui ces données ont une importance, parce que quand on pense la recherche sur les activistes, on va penser que évidemment c'est intéressant, l'archive, la conservation, de faire circuler ces formes et de produire des connaissances dans le milieu scientifique, mais en fait c'est aussi la recherche, elle n'a pas des usages seulement dans le milieu théorique. Là, on peut penser que, par exemple, cette carte, elle est super importante pour savoir où les groupes activistes sont plus présents dans la ville, où ils et elles sont moins présents, et du coup, où aller intervenir. Donc déjà, il y avait un autre usage qui était complètement légitime et aussi beaucoup plus direct, non? Et c'est la même chose avec le fanzine de Graphica Expandida qu'on a fait. Ce fanzine a permis de faire circuler directement des photos d'archives, d'avoir un bel objet qui est disponible dans plusieurs bibliothèques,
de faire connaître aussi. Par exemple, il y a beaucoup d'interventions qui sont d'une amie qui s'appelle Valentina Rivas Robles, qui est artiste et activiste. Et du coup, grâce à ce fanzine-là, sa pratique artistique et activiste va être connue en France éventuellement, où va y avoir un archive qui est disponible pour sa consultation dans différents endroits. Donc voilà un peu pour vous transmettre l'intérêt du fanzine. Est-ce qu'on peut passer aux slides suivantes? Donc, c'est intéressant aussi, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais quand on parle de processus artisanal, en fait, on a une intervention directe du geste artistique qui va créer un autre rapport au texte, évidemment. Le fanzine, en fait, il a été publié par un projet éditorial que je mène, c'est-à-dire qu'on fabrique des livres avec une amie, avec des procédés de gravure qui sont la xylogravure. Donc, on va on va graver des petites plaques de bois. Donc, c'est une manière d'écrire, c'est de la xylogravure. On écrit dans le bois, on écrit évidemment à l'envers parce qu'ensuite, on va passer de l'encre, mettre une feuille et donc passer la matrice avec la feuille sous une presse, ce qui permet d'avoir une impression en fait, c'est des moyens de reproduction artisanales qui ont une charge esthétique très intéressante parce que c'est des moyens qui sont beaucoup utilisés dans l'art graphique militant, pour imprimer des affiches, même dans les années 70, avant l'arrivée des imprimantes laser, etc. Donc déjà, esthétiquement, en fait, on va, par l'idée du fanzine et de l'impression artisanale, de l'édition artisanale, on va parler par d'autres langages qui ne sont pas seulement des langages textuels. Alors déjà, on a vu que ce n'était pas que du langage exclusivement scientifique, comme un article. On se libère aussi de certains codes qui nous sont imposés lors de l'écriture d'une recherche. Hein. Et puis, on va pouvoir tout fabriquer artisanalement et passer directement par le papier. Moi, ces impressions-là, je les ai directement faites dans un atelier, donc c'est-à-dire en contact avec d'autres personnes. Donc, il y a déjà un processus qui est beaucoup plus collectif et qui fait appel au corps et à des ressources graphiques différentes. Donc là, c'est quelques photos un peu des différentes recherches que j'avais faites pour donc le saut de la publication, c'est Entre la cache et la nube, entre la rue et le nuage, donc pour cette idée de passer de la rue, de l'intervention de rue à la plateforme numérique. Et donc, c'est une publication. Alors, je pense qu'on peut montrer, je sais pas si on peut montrer peut-être le Yissou. Donc, c'est une publication où, en fait, comme l'a bien partagé Guillermo, il y a un moment où on s'est dit, bon, c'est très bien, on est en train de penser tous les deux à une super plateforme, mais en fait, qui va l'utiliser, avec qui on va la penser, et directement, on pense à intégrer dans ce processus-là les activistes, parce que, comme on l'a un peu évoqué, il y a beaucoup d'usages différents qui sont liés à l'archive des interventions de rue. Déjà, les activistes archivent elles-mêmes les interventions qu'elles font, et puis ou alors, enfin, elles archivent ou souvent elles font des captures, des photos digitales, etc. Mais il n'y a pas forcément des processus d'archives qui sont mis en place parce qu'une archive, il faut penser qu'il y a un système de classification, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Donc, par exemple, si on publie des interventions qu'on fait sur Instagram, ce n'est pas forcément une archive. Parce qu'on n'a pas ce système de classification, on est soumis à une plateforme qui provient d'une multinationale et qui a ses propres codes et ses propres algorithmes, etc. Donc, de proposer une plateforme qui pourrait permettre aux activistes d'archiver leur production, c'est super intéressant aussi pour elles et eux. Et puis, évidemment, ça a une question d'horizontalité dans le processus tant de la recherche que le processus de développement numérique. Donc, Entre la cache et la nube, ça c'est la première page où on explique un peu qui on est et pourquoi ce réseau et pourquoi ce fanzine. Et ça, c'est la version espagnole. On n'a pas encore mis en ligne la version française. Si tu veux passer, Guillermo, si tu veux parler éventuellement de l'écriture du manifeste, etc. Ok, donc voilà, ce document-là, c'est un document qui a été l'objet d'une
écriture collective. Et dans le moment même où nous avons commencé à concevoir justement qu'on allait écrire à plusieurs têtes, à plusieurs mains, nous avons réalisé que le projet, il était aussi la base d'un réseau. Donc, c'est aussi cet acte d'écriture, le moment de naissance de ce que l'on appelle désormais le réseau Constellation. Alors, structurellement parlant, ce document-là, il aura de façon constante 3 sections. La première section, c'est l'éditorial qui s'appelle en espagnol Editamos, en français Éditons. Une deuxième section, vous voyez sur l'écran, c'est Notes pour, apuntes para, à chaque fois ça va changer. Là, c'est les notes pour un manifeste. La troisième section, c'est un agenda que vous voyez dans la 4e de couverture, si on peut appeler comme ça. Voilà, donc le numéro 1, donc c'est quelque chose, disons l'élément central, c'est les notes pour un manifeste. Ça réunit des discussions théoriques, mais aussi des besoins proprement liés à la conception digitale. Donc là, le chapitre principe, ce n'est pas la même chose que les intuitions. En quelque sorte, ça répond à la différence entre cette pratique un peu politiquement correcte d'un web éthique vers une pratique qui est un peu plus incertaine, qui est le moment dans lequel on commence à travailler en collectif dans l'élaboration d'un outil digital. Une des choses qui était importante dans ce chapitre, c'est le fait que, de la même façon que les usagers de la rue sont des gens qui déambulent et qui produisent des sens hétérogènes dans l'espace public, on assume que les usagers du web, c'est aussi des gens qui déambulent dans le web et qui produisent des sens hétérogènes, chaotiques, rebelles. Comment faire donc pour élaborer quelque chose qui puisse parler un peu à tout le monde? Donc, un des principes énoncés dans le principe et intuition, donc c'est pour ça que ça s'appelle intuition, c'est de faire un monde digital de sens et de l'expérimentation, donc un monde digital sensuel et expérimental. Le deuxième chapitre, c'est les données qui montent, les données, comme je ne me rappelle plus comment on a dit en français, données qui vont et reviennent, donc datos que suben y que bajan. Alors, ce qui est important à ce niveau-là, c'est le fait que, comme dans une opération de traduction, quand on traduit un document et on le retraduit à la langue originelle, on n'arrive pas au même résultat. Donc, il y a dans le fait de télécharger les informations sur le cloud et le fait de le faire redescendre, l'aspiration à ce que des phénomènes de changement arrivent. Nous allons voir comment dans les ateliers, ce principe en fait, de transformation de la matière va se concrétiser. Nous avons, par exemple, eu des influences comme celui de Nelly Richard et sa théorie de l'archive vitale qui a été aussi à l'origine d'une réflexion dans les ateliers en ligne. Comment faire pour qu'un archive soit vital? C'est une question qu'on se pose de façon collective, mais qu'on se posait aussi dans ces chapitres-là. Enfin, troisième point, le plus important, c'est cet besoin de penser que le site web soit aussi un objet, pas seulement de recherche, mais aussi un objet militant. Troisième chapitre, visible et invisible, parle évidemment du web comme un espace dans lequel là aussi apparaît l'appareil de contrôle, la politique, le pouvoir. Donc, on s'intéresse comme comme les militants qui travaillent dans les rues et qui font l'objet de recherche de Marjolaine. On s'intéresse comment ces gens-là, ils arrivent à mettre dans la rue des choses qui normalement sont occultes, qui tendent à passer inaperçues. Donc, comment toutes ces problématiques en fait des sexualités dissidentes,
qui ne sont pas faciles à aborder dans l'espace public, sont un exemple, sont un modèle de comment faire pour parler aussi dans l'espace en ligne de choses dont le pouvoir n'aimerait pas parler. Donc, on a l'intention de nous baser dans les théories féministes, dans les théories décoloniales. Il y a une bibliographie qui est ajoutée dans laquelle on va voir un peu sur la base de quoi on commence à discuter. Cette partie de la documentation, c'est la carte conceptuelle dont va vous présenter Marjolaine. Et puis, vous allez voir aussi qu'il y a un agenda dans lequel il y a plusieurs événements dans lesquels le réseau Constellation se rencontre. Donc, je passe tout de suite la parole à Marjolaine pour qu'elle vous montre un petit peu cette carte conceptuelle. Merci, Sharon. Et, ouais, je voulais juste ajouter, ça me faisait penser à plusieurs choses. Donc, pour bien replacer dans le contexte, c'est vrai que là, on parle d'un outil qui nous permettrait d'amplier, comment on dit, j'ai du mal à trouver les mots en français, mais voilà, qui nous permettrait de diffuser à plus grande échelle des interventions qui sont très localisées, hein, qui sont juste sur un mur, dans un certain espace. Et donc, c'est évidemment aussi un geste activiste, puisqu'on va augmenter les possibilités de diffusion, de circulation, tant au niveau géographique qu'au niveau aussi historique. On peut penser que ça va permettre de faire perdurer beaucoup plus longtemps des actions qui sont éphémères. Mais à la fois, faut bien penser qu'on est, comme l'a dit Chalmot, on est sur un autre système, c'est-à-dire que une photo digitale d'une intervention dans la rue, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans la rue, ce qui se passe dans le corps quand on voit cette intervention. Les interventions de rue transféministes, elles ont pour objectif de faire apparaître des sexualités qui sont souvent exclues de l'espace public. Hein. Il y a beaucoup de recherches qui parlent de l'espace public comme un espace genré. On sait très bien les problématiques de sécurité qui se passent pour les personnes non-binaires, transgenres, aussi pour les femmes cis, etc., dans l'espace de la rue. Donc, pouvoir transmettre cette parole, déjà pouvoir imprimer cette parole sur les rues, c'est un acte très politique parce que lorsqu'un corps féminisé, avec un groupe d'activistes femmes sexo-dissidentes, on va prendre l'espace de la rue pour y faire autre chose que seulement passer ou voyager, ça change totalement le rapport de pouvoir qui est là. Mais alors, comment on peut faire ensuite pour que notre archive ne soit pas seulement un catalogue un peu mort de photos de la rue qui ne retransmettrait pas du tout tout le processus qu'on appelle intervention de rue. Donc, on peut passer. Est-ce que tu peux montrer la carte Ah, bah oui, elle est là. Et donc, du coup, ça va être toutes les questions qui vont se poser à l'heure de planifier cette plateforme. Et en fait, dans le fanzine, on a une carte conceptuelle qui est sur une feuille A3, qui est pliée et qui est indépendante. C'est-à-dire qu'elle est glissée dans le fanzine, mais elle a sa vie propre. Et on a décidé de penser un peu l'archive des interventions de rue en 5 niveaux, c'est-à-dire on a le niveau du signe. Donc, c'est quoi une intervention de rue? Est-ce que c'est juste le mur? Est-ce que c'est tout le processus? Ensuite, à chaque fois, on a des interventions qui vont se répondre. C'est-à-dire que c'est très difficile de définir un signe. Par exemple, je vais aller faire un graphe. Le lendemain, il y a une amie qui va faire un collage juste à côté. Et puis après, ça va être un peu effacé. Mais en fait, on va avoir juste une autre intervention qui va être mise au-dessus. Donc, comment un peu, dans un archive qui nécessite une classification avec des individus, on va pouvoir transmettre cette pluralité d'interventions et cette idée du mur comme un espace d'expression qui se renouvelle constamment. La matérialité, donc est-ce qu'on parle d'archives digitales? Est-ce qu'on parle d'archives? Aussi, une archive, à la base, c'est aussi quelque chose de matériel, non, qui a une existence physique propre. On l'a vu, l'intervention de rue, elle n'a pas de... On ne va pas avoir quelque chose qu'on peut mettre dans un musée ou dans une bibliothèque. Mais par contre, on peut penser qu'à chaque fois, il y a du matériel qui est produit. Donc, les fanzines, hein, évidemment. Mais aussi, on va avoir, quand on va coller une gravure dans la rue, bah, peut-être que les groupes vont garder une gravure pour leur propre archive. Donc, quelle matérialité on peut avoir?
la question de la circulation, très importante, sur quel support ça peut circuler, jusqu'à qui on pourrait à qui on pourrait transmettre ces archives, qui peut rentrer dessus. Ce qui inclut aussi une question de la privacité. On parle d'actions qui sont parfois qui peuvent être source de répression policière, juridique. Hein. Donc, il faut penser évidemment à toutes ces questions-là lorsqu'on parle de l'espace public du nuage. Ensuite, on va penser à l'espace, donc à l'espace de stockage. Est-ce qu'on va utiliser un Google Drive? Est-ce qu'on va utiliser voilà, une plateforme en ligne et quel rôle en fonction de cet espace? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des utilisateurs qui peuvent, qui peuvent télécharger leurs données, qui peut avoir accès? Et puis l'organisation, ça c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé, qu'on va peut-être pas avoir le temps de présenter ici, mais en fait, un archive, évidemment, ça suppose toute une classification et donc des taxonomies, et donc c'est la question du langage de l'archive. Par exemple, en Argentine, on va utiliser rachado pour parler de graphes, au Chili, on va utiliser pintadas, donc déjà, on a une question de classification des techniques et de quelle version d'espagnol on va utiliser. On ne va pas avoir les mêmes catégories. Par exemple, on a une catégorie, ça va être penser le support. Est-ce que cette intervention est faite sur un lampadaire? Est-ce que c'est fait sur un mur? Est-ce que c'est fait sur un arbre, sur le trottoir? Bon, si on est dans un contexte rural, évidemment, on va avoir d'autres types de supports. Donc, comment générer un langage commun pour ce territoire totalement immense qu'est l'Amérique latine? Et en fait, c'est presque idéaliste de penser que sous un même appareil de langage et de classification, on pourrait faire rentrer toute la diversité de ce qu'est l'intervention de rue. Donc, ça pose beaucoup de questions. Donc, ça, c'est la question de l'organisation. Et donc, je vous le disais, cette carte, elle a son existence propre. En fait, l'idée, c'est que c'est une carte support. Donc, d'un côté, ça, c'est le recto verso. D'un côté, elle a toutes ces questions-là, non? Et de l'autre côté, elle est blanche, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les activistes, les personnes intéressées puissent la remplir en nous parlant de leur propre pratique archivistique. Évidemment, on n'est pas les premières personnes qui se posent ces questions-là. Donc, il y a déjà des formes d'archives un peu autonomes, activistes, militantes qui existent. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir un peu référencer quelles pratiques archivistiques il y a et comment celles-ci peuvent nous inspirer, nous donner des idées, voir les limites, etc. Et donc, évidemment, on parlait du fanzine. Le fanzine, c'est une publication, donc ça nous donne des informations, mais ça permet aussi de l'activer, c'est-à-dire que ça permet des contacts en partageant ces fanzines, on va directement faire des contacts. Et ensuite, le but, c'est que cette carte elle soit activée lors d'ateliers de réflexion collaborative. Donc ça, c'est un peu la deuxième instance de circulation du projet Constellaciones, c'est-à-dire qu'on a organisé depuis octobre des rencontres entre activistes et chercheurs et chercheuses pour présenter le réseau Constellaciones, dire bon voilà, nous, alors bon, la plupart des activistes de La Plata connaissent déjà un peu mes recherches, on se connaît aussi, je suis aussi activiste, donc on se connaît aussi de la rue et des espaces communs qu'on partage. Mais voilà, l'idée, c'est de se réunir avec ces personnes qui vont avoir des mêmes besoins d'archives. Hein. On l'a vu que les activistes ont besoin d'archiver leurs pratiques et de dire bon, comment on fait. Donc, on a encore repris l'idée d'une esthétique de la rue, une esthétique des publications artisanales pour faire un petit flyer qu'on a partagé. On a réalisé l'atelier dans un centre culturel qui est un espace où on gravite et passe et où il se passe beaucoup de choses. C'est un atelier de gravure, donc moi, je fabrique les livres. C'est aussi un studio de tatouage. Il y a une presse, on a tous les outils partagés à cet endroit-là. Donc, c'est un espace totalement autogéré, qui n'a pas de lien institutionnel et qui a aussi c'est un espace qui centralise beaucoup de projets culturels, autonomes et activistes de la ville. Donc, en étant à cet espace directement, en proposant cet atelier-là, on est directement en contact avec les activistes de la ville. Ce premier atelier, ça a été l'occasion. Alors, il y a eu 10 personnes à peu près qui sont venues. On a distribué, donc c'est moi qui l'ai mené en étant à La Plata, j'ai distribué les fanzines et on a commencé à émettre ces questions. Tu peux passer, Michel?
et à parler. Donc voilà un peu, là on voit qu'on était dans l'espace où il y a la presse de xylogravure. Et on a mis la carte conceptuelle sur les murs avec ces 5 niveaux-là et en proposant à chaque personne avec des post-it de nous parler de leur pratique activiste, archivistique, pardon, de remplir ensemble la carte conceptuelle. Et en fait, c'est un espace qui a permis une discussion des discussions qui ne se donnent pas souvent. C'est-à-dire que par le fait de réunir 10 activistes de la ville dans une salle pour réfléchir et parler de comment on va archiver nos mémoires politiques du présent, comment on va archiver nos actions de rue. Il y a plein d'autres questions qui sont apparues parce que souvent, lorsqu'on se retrouve entre activistes, c'est surtout pour faire des interventions, être dans la rue, réagir à des contextes politiques. Par exemple, il y a eu un travesticide, une personne travestie qui a été assassinée. On se réunit, qu'est-ce qu'on fait? On va directement penser comment on fait une sérigraphie dans ce contexte-là, comment on va organiser la mobilisation. Donc, on est vraiment, quand on parle d'activisme féministe, transféministe, on répond à des temps qui sont vraiment l'urgence. Et donc, créer cet espace de réflexion, c'est une autre temporalité, c'est des espaces qui n'existent pas. Et en fait, ça va être les premiers retours qu'on a eus, que la Red Constellaciones permettait un espace dont on avait besoin pour se réunir, pour parler des pratiques et évidemment aussi pour dans l'idée future d'un nouveau réseau. Mais en fait, déjà dans le présent, pour cette idée future de créer une plateforme, mais dans le présent, même si on n'a pas encore la plateforme, etc., en fait, on se rend compte que le réseau fonctionne déjà et a déjà un intérêt politique, social et aussi affectif très important. Est-ce qu'on peut, si tu veux, Guillermo, après je te laisse te parler du tâche virtuel. Voilà, ensuite, on a organisé un deuxième tachal qui, cette fois, était virtuel. Donc, pour parler de l'atelier virtuel, il y a 2 sujets sur lesquels on va faire un peu attirer votre attention. Donc, naturellement, j'attire d'abord l'attention sur le fait que ces espaces de dialogue, d'échange, ce sont des espaces qui sont précieux pour la conception de la plateforme digitale. À ce niveau-là, bon, cet atelier a été réalisé le 22 octobre, donc on a fait quelques séances pour décortiquer les différentes contributions. Effectivement, il s'agit des gens qui ont fait des tentatives très diverses d'enregistrement, d'archivage de différentes activités. Il y avait des gens qui étaient des enseignants dans l'université, des artistes, des activistes, ces gens qui ont des véritables usages différents. Une des choses qui nous a paru absolument essentielle, c'est de constater que le cumul de matériaux, de données, il n'est pas systématiquement l'origine d'une archive. Je pense que vous avez tous une expérience comparable. Vous avez tous, à un moment donné, cumulé des choses, je ne sais pas, des photographies, disons quelque part la pratique du collectionneur, collectionneuse. On cumule des objets, des possibilités en fait de réflexion dans la constitution de groupes, d'ensemble. Mais pour pouvoir élaborer une réflexion à partir de ça, pour pouvoir l'organiser, le classer, le partager, il faut du temps, il faut des moyens. C'est ce que beaucoup de ces gens-là nous ont partagé. C'est aussi donc une des choses qui nous a paru un peu intéressante d'imaginer la plateforme comme une solution collective. Moi, j'aimerais bien à ce moment-là parler, enfin, puisque c'est trop tôt pour élaborer une conclusion définitive, je pense qu'il y a des choses en ce qui concerne le plan original que nous n'avons pas conçu. Il faudrait que je vous montre un peu les différents cas qui nous ont été partagés, parce qu'on a pu voir ensemble différents sites Internet, différentes tentatives d'archivage
il y a des pistes de travail sur lesquelles on n'avait pas du tout imaginé, Marjolaine et moi, des solutions, comme par exemple l'élaboration d'une ligne de temps pour organiser les différentes interventions de rue. Ce qui me paraît important, c'est aussi penser à quelque chose en ce qui concerne le travail de l'informatique, du monde digital, de tout ce qu'on appelle un peu le open source. Quand on parle d'open source, on parle souvent de quelque chose qui semblerait nous donner une porte ouverte, mais je ne sais pas combien d'entre vous s'est confronté à cela. Qu'est-ce que c'est l'open source? L'open source, c'est un code informatique que tout le monde peut lire, que tout le monde peut transformer, mais qui d'entre vous, qui d'entre nous, c'est lire et c'est écrire un code informatique? Peut-être personne. Et donc, ce qui nous paraît intéressant, et ce que j'aimerais appuyer ici, c'est le fait que le véritable code ouvert, la véritable open source, c'est ces espaces d'échange dans lesquels on peut parler à partir d'expériences très diverses. Donc, la conclusion principale issue de cet atelier de travail collaboratif concernant le développement web, elle est uniquement cette phrase: nous sommes, en tant qu'êtres humains qui échangeons sur nos différentes problématiques et nos différentes expériences, la seule source ouverte, le seul open source qui puisse exister. Merci. J'aurais un peu, on va essayer de déjà conclure pour laisser un peu de place aux questions. C'est beaucoup étendu. Juste un peu pour fermer, évidemment, donc on a au final cette ligne de temps. On avait la recherche en haut et le développement de la plateforme en bas. On voit que c'est très poreux, c'est-à-dire qu'elles ont leur temps fort propre, mais elles s'entre-alimentent aussi. Et en fait, on a quelque chose qui est extrêmement fertile, tant pour penser cette plateforme que pour penser ma recherche. C'est-à-dire que moi, grâce à Constellaciones et grâce à tout ce projet-là, j'ai des plateformes de circulation de mes inquiétudes de recherche qui sont directes. J'ai la possibilité d'échanger avec des activistes directement. Et aussi l'idée que, un peu, je pense, ce qui se passe avec dans leur cadre, où s'arrête le cadre de la recherche, qu'est-ce qui serait leur cadre, et au final, on voit que c'est des espaces qui vont parfois être activés, c'est-à-dire que moi, en tant que chercheuse, je peux activer des savoirs universitaires, des inquiétudes, je peux écrire, j'ai des capacités, mais également, je suis totalement je fais de la recherche aussi lorsque je suis en train de coller, parce que je ne peux pas étudier des choses dont je ne vais pas connaître les conditions matérielles de production, etc. Et les espaces, je pense, ce que j'aimerais juste souligner pour fermer cette présentation, les espaces de réflexion collaborative qu'on a menés permettent une horizontalité et une multipositionnalité qui sont vraiment très importantes et qui permettre de rompre, je pense, avec l'idée parfois un peu extractiviste que peut créer une recherche sur les activistes, d'une personne qui serait une chercheuse qui a une situation économique plus stable que parfois des personnes activistes, et qui va venir générer un capital symbolique et générer tout un travail en extrayant, en faisant une extraction un peu des savoirs des activistes. Donc, on rompt avec cette idée de la recherche, on essaye de générer d'autres espaces pour que réellement, concrètement, on puisse appliquer une recherche collaborative, ouverte, respectueuse. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolée, on s'est un peu étendu et on laisse la place aux questions. On a aussi des réseaux sur lesquels on annonce les différents ateliers. Normalement, à la fin du mois, il y aura un atelier virtuel. Donc, vous êtes évidemment tous et toutes invités à venir participer. Ça sera en langue espagnole. Ouais. Alors, la place aux questions, si vous avez des questions, des commentaires, des retours d'expérience.
Ouais, merci beaucoup pour la question. Alors, pour répondre à la deuxième question, déjà, qui est peut-être de format plus concise, euh, comment la perspective de s'intéresser aux interventions transféministes, elle est directement liée à ma recherche. Évidemment, lorsqu'on a pensé à Constellaciones, on a décidé qu'on pouvait que c'était nécessaire en fait d'ouvrir parce que déjà dire qu'une intervention est transféministe, ça pose plein de questions aussi qui vont peut-être pas forcément permettre voilà, de prendre en compte l'intersectionnalité. On a des groupes qui vont intervenir sur un sujet puis sur un autre. On peut avoir des interventions. Moi, je pense que ça s'inscrit dans une lutte transféministe et les activistes vont me dire que non. Donc, ça pose beaucoup de questions et aussi évidemment parce qu'il y a plein de choses qui se disent dans la rue et qui sont intéressantes d'archiver. On a même pu ouvrir et penser qu'est-ce qu'on fait avec les activismes de droite qui sont de plus en plus forts encore aujourd'hui et qui s'expriment aussi de la même manière parfois que s'expriment les activistes. Est-ce que parce que on aurait une vision politique différente, ça veut dire qu'on ne pourrait pas archiver ces pratiques-là? Donc penser aussi à la pratique archivistique dans une sphère beaucoup plus élargie, évidemment. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le travail. Enfin, moi, j'archive par exemple, ce qui se passe à La Plata et ce qui rentrerait dans mes propres limites pour mon archive, pour la thèse. Mais après, on n'est pas encore dans l'acte, la pratique d'archiver réellement, mais plus dans justement une conception et une justification des limites qu'on pourrait penser. Ensuite, pour la deuxième question, évidemment, c'est une question qui s'est déjà en fait posée dans le cadre de mon mémoire de recherche, de quelle position quelle position défendre scientifiquement en tant que chercheuse, activiste aussi transféministe. Alors moi, j'ai une vision peut-être plus poreuse de la subjectivité de la chercheuse, pardon. C'est-à-dire que j'utilise l'idée de savoir situer qui est développée par les théories féministes, notamment l'objectivité située que défend Donna Haraway, dans le sens où on va toujours il y a une communication qui se fait entre le supposé terrain de recherche et la chercheuse qui est un peu dans les deux sens, comme un va-et-vient. C'est-à-dire que je pense que pour moi, la qualité de la recherche peut se faire parce que justement, je suis très proche des activistes. Ça me permet d'établir aussi une confiance, puisque si on est soumise au même risque en collant dans la rue, on va avoir une certaine confiance pour qu'elles me parlent de leurs propres problématiques, de comment elles s'organisent, de leur généalogie, qu'elles me transmettent des archives. Et c'est des choses qui ne vont pas forcément arriver si une chercheuse française vient ici et demande à des activistes est-ce que je peux étudier ce que vous faites. Donc déjà, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'accès à beaucoup plus d'informations et aussi je pense que les chercheurs et chercheuses sont des personnes qui sont des citoyens, citoyennes, des personnes sociales à part entière et donc qu'on n'a pas forcément, que c'est un peu idéaliste peut-être de penser que une personne dans sa pratique sociale de la recherche ne va pas influencer tout ce qui se passe autour. Parce qu'on va forcément, en fait, si on fait une enquête sur des groupes qui sont en train d'activer en ce moment, on va forcément influencer aussi leur pratique, je pense. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier, notamment en parlant à d'autres personnes qui sont juste chercheuses et pas forcément activistes. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on étudie les pratiques vivantes et urbaines et on va avoir des contacts avec les activistes, il y a forcément une certaine influence qui se fait. Donc, en visibilisant cette position activiste, ça me permet aussi de l'étudier plus profondément, je pense, justement, en me présentant en tant que chercheuse et activiste aussi, tant auprès des activistes qu'auprès des chercheuses, ça me permet justement de penser de manière très profonde à quel point la recherche va influencer, justement, comment cette influence, par exemple, voilà, on a montré sur une carte qu'il y a moins d'intervention. Donc moi, c'est une donnée, je sais que j'ai dit ça et que les personnes qui activent voient ces données-là. Je peux l'inclure dans la recherche et aussi je peux inclure dans la recherche ce qu'elles font avec ces données-là. Est-ce que du coup, il va y avoir
plus d'action à ce moment-là dans ce quartier-là, ou est-ce que cette logique que les quartiers peut-être plus résidentiels ne sont moins intervenus va rester, va suivre son cours? Donc, en fait, c'est des données qui viennent, enfin, ces interactions terrain-chercheuses viennent totalement rentrer dans la recherche, et je pense que c'est vraiment ce qui se passe lorsqu'on justement fait de la recherche-action. Je vous rejoins sur la question de la recherche-action. Je pense que c'est pas quelque chose, en fait, c'est pas un terme que moi j'utilise parce que c'est développé de manière différente dans le continent, dans le champ théorique argentin et latino-américain sur les activismes artistiques. Mais oui, dans le champ francophone, on pourrait qualifier ce projet de recherche-action. J'espère avoir pu répondre un petit peu. Si je peux me permettre aussi d'ajouter deux choses. En ce qui concerne justement la première question qui est adressée originellement à Marjolaine, mais on a fait un peu une discussion à ce sujet-là quand on parlait un peu sur cette question de leur cadre. En principe, la question de leur cadre, elle nous invite à réfléchir sur ce qui est une activité créative qui ne peut pas être, disons, entièrement coïncidente avec les données qui se transmettent dans le cadre d'une recherche. Et donc, on faisait cette discussion sur l'existence d'un autre hors-cadre dans le cadre de la recherche de Marjolaine, qui est cet hors-cadre politique militant. Et à un moment donné, on s'est posé cette question de si réellement il s'agissait bien de deux types de hors-cadre différents. Est-ce que l'action politique est-elle forcément une action non créative? Ou est-ce qu'on peut vraiment dire que les deux choses ont un embranchement? Et à la fin, on s'est posé la question, comme je pense aussi dans les discussions différentes qui ont eu lieu pendant les rencontres, en quelle mesure leur cadre est véritablement quelque chose qui peut rester en dehors de l'activité, de la réflexion, de la recherche. Donc, pour nous, en réalité, la conclusion sur laquelle Marjolaine tout à l'heure voulait arriver, c'était le fait de dire que la question de leur cadre, en réalité, est une provocation qui nous amène à dire que ces activités-là sont vraiment indispensables dans le processus de la recherche. Donc, avoir une pensée politique et avoir une attitude créative. L'autre question, ce qui concerne la question de quoi digitaliser, juste pour rappeler que dans l'atelier, mais aussi dans la carte conceptuelle, il y a la question du signe et la question de la matérialité qui ont été posées. Et la question du signe, donc, en fait, c'est quel est l'objet de l'archive quand on parle d'une intervention des rues? Est-ce que c'est la photo que les gens ont pris d'un mur? Est-ce que c'est le mur? Est-ce que c'est tous les processus préalables avant que la chose arrive dans le mur? Parce que les textes qu'on voit dans un mur, ça a une histoire aussi. Elle est où cette histoire? Est-ce que c'est une histoire orale? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on a uniquement des objets physiques? Ces questions ont été posées. Par exemple, dans les ateliers, et justement, c'est intéressant que les différentes expériences, autant des chercheurs que des activistes, que des artistes, définissent qu'est-ce qui est vraiment l'objet d'une archive d'intervention de rue. Donc, on travaille sur ça. Et je pense que le travail sur ça implique forcément le fait qu'on ne va pas se mettre d'accord. Donc, ça va être une véritable galère. Et en ce qui concerne de quoi digitaliser, je pense qu'il y a implicitement la question de comment digitaliser. Donc, on revient à cette question de la photo ou bien encore, par exemple, de la vidéo. Et quand on parle de ça, de la photo et de la vidéo, un sujet qui a été mis en avant pendant les ateliers, c'est justement qu'on parle de choses dans lesquelles il y a déjà un point de vue. C'est-à-dire que le photographe, il ne va pas faire 15 personnes qui font la photo de la même intervention des rues, de même mur, ils ne vont pas faire la même photo. Ils vont s'intéresser à des choses différentes. Même chose avec la vidéo. Donc, la question de quoi digitaliser, elle va envoyer autant un problème du signe de qu'est-ce qu'est l'objet de l'archive, autant à la question de comment faire, enfin, comment se produit cet objet digital. Évidemment,
comment se produit cet objet digital, il va aussi concerner comment le réseau Constellation va paramétrer, pour ainsi dire, l'archive en ligne pour qu'il soit, voilà, pour qu'il puisse satisfaire d'une certaine façon les différentes nécessités qui sont mises en place. Alors, plusieurs points. À La Plata, ce n'est pas une ville qui est très touristique déjà. Donc, on a beaucoup moins de pratiques touristiques. En revanche, oui, il y a des pratiques, on peut dire, amatrices de l'art de rue. Il y a des livres qui sont sortis. Il y en a un qui s'appelle La Plata sur la Pintada, qui répond un peu à cette question d'un parcours dans la ville en regardant les murs, etc. Donc, il y a une valorisation institutionnelle, culturelle de ce que les activistes font dans la rue. Et encore une fois, c'est un peu comme avec la recherche, hein, c'est des vases communicants, c'est-à-dire que soit il y a des mêmes personnes qui sont activistes et qui peuvent faire partie d'institutions. Parfois, on a la mairie qui va inviter les activistes à faire des interventions, à exposer dans les centres culturels. En ce moment, il y a un peu, depuis quelques années, grâce à la recherche qui se fait, etc., il y a beaucoup d'intérêt pour les pratiques activistes et d'art politique ici en Argentine et dans le reste du continent aussi. Donc, il y a un intérêt. Ensuite, il n'y a pas de plateforme mise en ligne. On parle d'institutions aussi où on a un réseau institutionnel et administratif qui est différent que le réseau en France. On a des possibilités économiques qui sont très différentes. Et donc, la priorité éventuellement des institutions ne va pas forcément se baser sur générer une certaine attraction touristique par les activismes de rue. C'est quelque chose qui est pour moi, du point de vue un peu situé ici, qui serait très européen, ou éventuellement à Buenos Aires, il y a le projet Google Art Project, je crois, qui publie aussi des photos, qui publie justement des parcours de la ville de Buenos Aires. Et je sais qu'à Buenos Aires, il y a des questions de tours touristiques, de l'art de rue et des murales. Pour moi, ça pose beaucoup de questions parce que souvent, il y a une vision dépolitisée de ces pratiques. Il y a il y a des capitaux qui vont se générer par souvent plus l'arrivée de touristes étrangers. Ici, on a une monnaie qui est extrêmement dévaluée, on a beaucoup de problèmes économiques. Donc, évidemment, s'il y a une personne, s'il y a une entreprise qui propose des visites touristiques de la ville en utilisant les murales et les productions artistiques des activistes et qui fait payer en dollars cette activité touristique. Question de la rétribution, question de qu'est-ce qui se dit sur ces pratiques, qui produit aussi la connaissance sur ces pratiques et parfois un regard un peu esthétisant, parfois même fétichisant et qui va dépolitiser. Donc, ça serait un peu je sais pas comment dire, les signaux, les signes d'exclamation, d'attention que je poserais sur ces questions-là. Ensuite, évidemment, pour ce projet de recherche, on a des liens avec des institutions qui peuvent se faire si ce n'est pas du côté, on pense plus à des institutions de recherche et aussi encore pour la question d'inégalité financière que j'évoquais, ça serait éventuellement plus des institutions européennes de recherche qui pourraient nous aider à développer le projet ou à financer ce processus. Notamment, on est en lien avec la coopération régionale grâce au pôle Sud de l'Institut des Amériques que je coordonne. On a des possibilités d'organiser des journées de recherche, des journées de financer justement ces rencontres entre activistes et chercheuses. Donc, on travaille plus en fait sur ces questions-là qu'avec des réseaux institutionnels touristiques municipaux. Et juste une dernière petite chose, quand il y a ce lien qui se fait entre activistes, entre groupes activistes et institutions, encore une fois en pensant que les institutions ce sont des personnes et parfois ça peut être les mêmes personnes, ça va souvent inclure du coup une rétribution économique qui va être un peu la condition pour que les activistes
puisse voilà, faire une exposition dans un musée. Évidemment, ça pose plein de questions. Pourquoi on va amener notre pratique à l'intérieur alors que nous, notre travail, il est vers la rue, il est dans cette idée de générer comment, déhiérarchiser l'accès à l'art en amenant l'art dans les quartiers, dans la rue, etc., en amenant les pratiques artistiques dans la rue. Du coup, évidemment, quand on leur propose d'aller dans des musées, c'est pas forcément justifié. Donc, parfois, ça peut être une rétribution financière ou ça peut être l'achat de matériel, etc. Donc, il y a beaucoup de collectifs qui vont aussi pouvoir se subventionner économiquement grâce à ces projets-là. Alors, à titre personnel, je vous remercie de votre présence, de vos questions. Puis Marjolaine, je te laisse dire un dernier mot pour clore cette communication. Eh bien, merci beaucoup à l'équipe de l'Institut des Amériques, à Marion, à Juliette pour avoir organisé hors cadre. Et puis, encore une fois, merci pour l'échange. Merci Michel pour avoir imprimé les fanzines et pu monter l'exposition. Et voilà, je suis super heureuse d'avoir pu participer à cet échange en étant ici.